Bonjour à tous. Donc on continue nos études de fonctions, enfin toutes les notions théoriques en tout cas qu'il peut y avoir derrière pour l'instant. Alors, donc là on va aborder un peu plus en détail ce qui peut graviter autour de la notion de fonction réciproque. Donc notamment ce premier théorème, vous voyez déjà l'énoncé est assez dense, qui, euh, qui va vous faire penser au théorème de la bijection mais qui n'est pas tout à fait celui-là. Il y a un peu moins de conditions et en échange, on obtient un peu moins aussi de résultats intéressants et exploitables. Mais l'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir le démontrer assez, alors, je dirais pas facilement, mais on arrive à le démontrer à notre niveau sans trop de difficultés. Voilà. Le théorème de l'abjection sera évidemment vu, démontré ultérieurement. Et voilà, on verra qu'il y a des petites choses en plus qu'il faudra gérer dans la démonstration. Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il va nous affirmer? Il va nous donner quand même des conditions intéressantes pour être en mesure d'affirmer qu'on a une bijection. En fait, on l'utilise déjà quand on affirme qu'on a une bijection à partir d'un tableau de variation, des choses comme ça, où justement, en fait, on applique le théorème de la bijection parce qu'on a la continuité. Là, c'est une version un peu plus light, mais qu'on pourrait déjà appliquer dans certains cas. Et surtout, là, ce qu'on obtient, c'est juste une bijection, et on obtient que la bijection réciproque est strictement monotone de même monotonie. Voilà. Et par exemple, on n'obtient pas que la bijection réciproque est continue. Donc on obtient un peu moins de choses, mais l'idée est la même. Donc le principe, vous le connaissez déjà. Donc qu'est-ce qu'on dit? On part d'une fonction qui est définie de i dans R, bon, ok, jusque-là. On pose j qui est l'ensemble d'images de i, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les images des éléments de i par f. Bon, donc ça va être important parce que ça nous permet d'avoir déjà une fonction surjective, puisque si on restreint l'espace d'arrivée à cet ensemble-là, qui ne contient que des images par f, forcément, ça veut dire que tous les éléments sont atteints au moins une fois, puisqu'ils sont déjà des images par f. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on suppose aussi que la fonction est strictement, et c'est bien écrit en gros, en gras et en majuscule, monotone sur i. Pourquoi strictement? Parce que justement, si elle se met à pas être strictement monotone, elle peut éventuellement être constante au moins de temps en temps. Et à chaque fois qu'elle est constante, elle va avoir des images égales, autrement dit, des antécédents différents qui donnent les mêmes images. Et donc, on ne pourra pas avoir une bijection, puisque je rappelle que dans le cadre d'une bijection, on ne doit avoir qu'un seul antécédent par image possible, enfin, donc par élément de l'ensemble d'arrivée. Voilà, donc on a ces conditions, et donc dans ces conditions, on va essayer de montrer que la fonction phi justement est restreinte à i au départ et à j, c'est-à-dire à l'ensemble des images de i à l'arrivée, est une bijection nécessairement de i dans j. Et en plus, comme on a une bijection, on peut parler de sa bijection réciproque, on sera en mesure d'affirmer qu'elle aussi, elle est strictement monotone et de même monotonie que celle qui a été, celle qui est celle de f. Et on aura le petit bonus aussi graphiquement. Bon, ça, ce ne sera pas bien difficile à démontrer. Euh, les graphes donc, des deux fonctions concernées, donc de la fonction et de sa réciproque, sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc ça, on en parle justement à la fin de la preuve. Alors, essayons de démontrer tout ça. Donc du coup, on va avoir trois morceaux en fait dans la preuve. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on va essayer de démontrer le premier morceau, c'est-à-dire ça, déjà qu'on a une bijection. Ensuite, on essaiera de démontrer que sa bijection réciproque, elle est de même monotonie. Et enfin, mais ça ce sera rapide, je ne sais pas quelle couleur je vais pouvoir prendre, allez orange, voilà. On essaiera de démontrer la symétrie des deux graphes. Voilà. Alors déjà, premier point, donc je vais reprendre mon violet. Voilà. Donc premier point, alors j'enlève ça qui nous a servi dans la vidéo précédente. Ouais, premier point là, alors ça serait bien que j'écrive quand même qu'on prouve le théorème. Alors là on est dans le 1,6 je crois, non 1,7. 1,7, donc preuve du théorème. Donc premier point, du coup, je vais quand même réécrire nos conditions, puisqu'on a des conditions qui sont quand même assez denses.
Donc on a I intervalle de R, jusque là ok. F de I dans R. J qui est donc l'ensemble des images de I. Et, que j'ai oublié de préciser, ça c'est quand même important, F strictement monotone sur I, justement. Donc là, on a déjà pris F dans I, mais on aurait pu considérer F dans un intervalle, enfin un ensemble plus grand que I, et justement la restreindre à I. C'est ce qu'on dit dans l'énoncé du théorème. Parce que là, je vois que dans l'énoncé du théorème, on a mis F restreinte à I, sauf qu'elle est déjà sur I, en fait. Donc on aurait très bien pu la prendre d'un ensemble plus grand que I dans R et après restreindre. Bon, alors, donc dans un premier temps, justement, montrons que... Je vais prendre un truc plus épais. Montrons que phi, qui est donc la restreinte à I correstreinte à J, donc phi, ça revient à dire que à X, elle associe f de X, hein, sauf que on a pris que I, ici, et on restreint l'espace d'arrivée à f de I, mais on est quand même sûr que l'image appartient bien à l'espace d'arrivée, puisque c'est l'ensemble de toutes les images de I. Donc la fonction phi, en fait, c'est rien d'autre que f dont on a remanié les ensembles. Donc montrons que phi est bijective. Bon, là, comme on ne connaît pas grand-chose sur phi, on ne va pas pouvoir l'étudier, étudier ses variations, etc. Donc on n'a pas trop d'autres choix que d'aller montrer qu'elle est injective et surjective. Mais on va voir que ça se fait assez facilement, en fait. Donc déjà, premier point, comme J égale f de I, je l'ai dit tout à l'heure, phi est nécessairement surjective. Nécessairement surjective. Puisque ça veut dire que pour tout élément dans f de I, je peux forcément trouver un élément dans I dont il soit l'image, puisque justement les f de I, c'est l'ensemble de toutes les images des éléments de I. Ça fait déjà au moins 4 fois que je le dis, je pense, mais je veux que ce soit bien clair. Donc f est nécessairement surjective, ok. Donc autrement dit, tout élément de J peut s'écrire f de X avec X appartenant à I. Enfin, phi de X même. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, d'écrire plus, quoi. Ensuite, la fonction phi est injective car f étant strictement monotone sur I, phi aussi. Puisque phi, je rappelle que c'est juste une restriction de f, mais donc si f est monotone, du moment où je prends un intervalle qui est encore plus petit, je ne vois pas pourquoi elle serait plus monotone. Hein. Donc car f étant strictement monotone, phi l'est aussi. Alors je vais quand même préciser sur I. Donc monotone sur I, phi l'est aussi. Et, alors je ne sais pas si vous en êtes convaincu, mais du moment où j'ai une fonction qui est monotone, j'ai forcément une fonction qui va être injective, puisque ça veut dire que... strictement monotone, hein, pardon, c'est là que c'est important justement, puisque ça veut dire que toute image atteinte ne peut l'être qu'une seule fois, puisque ma fonction, elle est strictement monotone. Je ne peux pas revenir sur les mêmes fonctions, parce que sinon je vais devoir soit redescendre, soit remonter, hein, en fonction de si j'étais croissant ou décroissante. Donc clairement, je ne peux pas repasser une autre fois par la même image. Et en même temps, il y en a, enfin, si elles sont atteintes, elles sont atteintes qu'une fois, je vais arriver. Et il peut y en avoir qui ne soient pas atteintes. Bon, ça n'a rien à voir avec la monotonie. Et donc, elle est bien injective dans ce cas-là. Alors, si vraiment on veut le démontrer formellement, on peut, bien sûr. Hein. Il suffit de faire une petite disjonction de cas. On pourrait supposer, par exemple, que f est strictement croissante. Et dire, dans ce cas, si je prends a différent de b, parce que pour montrer qu'elle est injective, je peux montrer la contraposée, c'est-à-dire je peux montrer que si A est différent de B, alors f de A est forcément différent de f de B. Donc si A est différent de B, je peux prendre soit A strictement inférieur à B, soit A strictement supérieur à B. Et comme f est croissante, on aura les f de A et f de B rangés dans le même ordre. Mais toujours strict, jamais inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc le f de A et le f de B ne peuvent pas être égaux, quel que soit le cas où A est différent de B.
Et donc, bah, ça montre bien que si je prends pas les mêmes antécédents, je peux pas avoir les mêmes images. Donc, elle est bien strictement, elle est bien injective quand elle est strictement monotone, enfin strictement croissante au départ. Et on peut faire pareil pour strictement décroissante, bien sûr. Voilà. Donc ça peut s'écrire sans problème, tout ça. Euh, bon, donc du coup, bah, en fait, bijective, c'est assez simple, hein. Donc là, j'ai bien montré surjective et bijective, et injective, pardon. Donc je peux en déduire que phi est bijective. Donc phi est bijective, pas de souci. Voilà, et j'ai dit à l'oral les détails, hein, si jamais vous voulez être sûr d'être en mesure de tout démontrer, si jamais on vous le demande, n'hésitez pas à écrire ce que j'ai dit justement. Moi j'essaye de pas trop surcharger la preuve. Donc maintenant, si je veux démontrer le point suivant, donc que j'avais mis en bleu, hein. Donc cette fois-ci, comme je sais qu'elle est bijective, je sais qu'il existe une bijection réciproque. Donc ainsi, phi admet une bijection réciproque. Qu'on note normalement phi moins 1. Voilà. Et donc on voudrait montrer que phi moins 1 est strictement monotone elle aussi, et en plus de même monotonie que phi. Pardon. Donc montrons que phi moins 1 est strictement monotone, de même monotonie que phi. Alors on peut supposer, comme vous avez compris, hein, je l'ai déjà fait quelques fois, on peut supposer que f est strictement croissante. Et f, phi, pardon. Enfin oui, f du coup aussi. Et on en déduira après, enfin on verra après le cas où elle est décroissante, en fait on verra que ça marche exactement pareil. Donc on ne perd pas d'informations à faire cette disjonction de cas. On peut très bien commencer par le cas où phi serait croissante, strictement. Donc supposons, dans un premier temps, que phi est strictement croissante. Donc du coup, bah, ça veut dire qu'on voudrait démontrer que phi moins 1 est strictement croissante. Dans ce cas, on veut donc démontrer bon, après, je vous rassure, sur le reste de la vidéo, je pense qu'il n'y a plus de preuves. On va faire pas mal d'exemples, donc ça changera un petit peu. Donc dans ce cas, on veut donc démontrer donc qu'est-ce qu'on veut démontrer? Que quel que soit y1, y2, alors je fais exprès de les appeler y parce que là, on manipule phi moins 1, donc phi moins 1 va de j dans i. Donc les y, on les prend dans l'ensemble d'arrivées par rapport à phi. Enfin, ici, les antécédents, si vous voulez, on les prend dans l'ensemble d'arrivées de phi. Donc voilà, pour pas confondre, je vais appeler y les éléments qui sont dans j et x les éléments qui sont dans i. Donc, on veut montrer que quel que soit y1, y2 appartenant à j carré, y1 inférieur strictement, puisque je vous rappelle qu'on est sur de la monotonie ici, impliquerait que phi moins 1, donc y1 strictement inférieur à y2, impliquerait que phi moins 1 de y1 serait strictement inférieur à phi moins 1 de y2. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Comme ça commence par un quel que soit, comme d'habitude, je vais partir avec soit y1, y2, justement, appartenant à j carré. Comme y1 appartient à j et que y2 appartient à j, et que phi est bijective de i dans j, donc il existe un antécédent unique pour y1 et pour y2. Donc il existe x1, x2 appartenant à i carré unique, tel que donc justement y1 soit l'image de x1
Alors, j'allais mettre f. Bon, c'est vrai pour f aussi, hein, puisque phi est une restriction de f. Mais bon, tant qu'à faire, on va manipuler phi du début à la fin. Donc, phi de x1, phi de x2. Autrement dit, je peux l'écrire, ça. X1 égale phi moins 1 de y1 et x2 égale phi moins 1 de y2. Donc je peux l'écrire dans le sens que je veux, puisque justement j'ai cette bijection, et phi moins 1 qui est la bijection réciproque. Donc voilà, j'espère que tout le monde m'a suivi. Donc je vais de i dans j. Là, x1 donne y1 si je passe par phi. Et justement, si je vais dans l'autre sens, je passe par phi moins 1. Donc dans ce cas-là, c'est x1 qui est le résultat de l'image de y1 par phi moins 1. Voilà. Bon, donc on a toutes ces notations. On va voir que c'est surtout des notations en fait, hein, parce qu'après, on a quasiment fini déjà. Alors, du coup, j'ai deux cas. Si x1 est supérieur ou égal à x2, alors attendez, non, je n'ai même pas besoin de prendre deux cas en fait. Ouais. Non, c'est même pas que je prenne deux cas, c'est parce que, excusez-moi, hein, je réfléchis. Parce que l'idée là, ça va être, parce que rappelez-vous, nous, ce qu'on doit démontrer, on doit démontrer ça. Sauf que on va être plus à l'aise avec la contraposée. Vous allez voir. Donc en fait, on va essayer de démontrer plutôt donc, la contraposée, c'est-à-dire qu'on va démontrer que si on n'a pas cette partie-là, donc on n'a pas phi-1, y1 inférieur à phi-1, y2, alors on n'a pas y1 inférieur à y2. Et donc on récupérera après, par contraposée, cette implication. Parce que du coup, on peut travailler sur les x. C'est pour ça que c'est intéressant de passer dans ce sens-là. Donc je reprends du coup. C'est pour ça que je voulais m'intéresser plutôt à x1 supérieur ou égal à x2. Vous allez voir où je veux en venir. Donc si x1 est supérieur ou égal à x2, donc je reprends, alors, du coup, comme phi est croissante, vous voyez pourquoi c'est ce sens-là qui m'intéresse, parce que je ne connais pas la monotonie de phi-1, en revanche, je connais celle de phi, celle qui a été admise, celle qui est supposée. Donc, comme phi est croissante, là, je peux composer par phi, donc là, je peux dire car phi est croissante sur i. Et l'avantage, c'est que ce truc-là, justement, ça a été défini comme ça, c'est y1 et ça, c'est y2. Donc, si on récapitule ce que j'ai écrit là, que je l'écris autrement, ça peut aussi s'écrire. Donc, ce qui revient à dire que si, voilà, parce que x1, rappelez-vous, c'est aussi phi-1 de y1, et lui, c'est phi-1 de y2. Donc, en fait, ça revient à dire que si phi-1 de y1 est supérieur ou égal à phi-1 de y2, alors y1 est supérieur ou égal à y2. Et en fait, ça, ce qu'on vient d'écrire là, c'est exactement la contraposée de ce qu'on veut montrer. Donc, on a démontré ce qu'on voulait montrer. Donc là, on n'a plus qu'à dire... alors, oui, on va faire ça. Donc, on a démontré... Alors, je vais réécrire ce qu'on a démontré. Donc, on a démontré que quel que soit y1, y2 appartenant à j carré, puisque rappelez-vous, j'ai pris y1, y2 dans j carré, n'importe lesquels. Quel que soit y1, y2 appartenant à j carré, phi-1 de y1 supérieur ou égal à phi-1 de y2 implique y1 supérieur ou égal à y2. Voilà. Et cette proposition est la contraposée de ce qu'on voulait montrer. De ce qu'on veut démontrer, qui est donc vrai. Qui est donc vrai également. Voilà. Donc phi-1 est bien strictement croissante. Phi-1 est donc strictement
strictement croissante. Voilà. Et donc après, bon là, rappelez-vous, on avait posé que phi était croissante. Donc ça, c'est un premier point. Le cas où elle est décroissante est similaire, hein, donc je vais mettre même raisonnement. Si phi est strictement décroissante. Alors, pourquoi même raisonnement? Parce que justement, ce serait exactement pareil. Simplement, c'est ici, là, dans ce qui est encadré en vert, on aurait, donc si x1 supérieur ou égal à x2, alors phi de x1 inférieur ou égal à phi de x2. Et donc, forcément, à la fin, on aurait aussi une inversion. Mais c'est normal, puisque dans ce cas-là, on chercherait à montrer que phi-1 est strictement décroissante. Donc, en fait, c'est vraiment exactement la même chose. Vous faites juste attention au sens dans les inégalités. Voilà. Bon, et le tout dernier point, donc que j'avais mis en orange. Voilà. Donc, le tout dernier point. Bon, là, ça c'est très rapide. On veut montrer la symétrie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a vu hein, dans les transformations élémentaires, cette histoire-là. Donc, si je trace y égale x, justement, bon, qui évidemment est approximatif dans mon cas. Alors, attendez, je vais quand même le faire bien, je prends la règle. Ah, ok. Bon, alors attendez, s'il a planté, c'est pas grave, on va y revenir. Alors, on était où? On était plus haut. Oui, alors ça c'est la partie justement que j'avais déjà faite sur la vidéo qui n'a pas marché. Donc je reviens à la bonne partie qui nous concerne. Voilà. Donc justement, j'en suis là. Donc, c'est ça de vouloir faire propre. Donc voilà. J'essaie donc d'avoir quelque chose de propre à peu près à 45 degrés. Voilà. Donc notre droite y égale x qui est ici. Maintenant, donc si je prends, j'en sais rien moi, voilà, un graphe n'importe lequel, et je fais sa symétrie par rapport à cette droite. Donc en gros, je vais avoir donc sa symétrie axiale. Hein. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Bon, ça c'est approximatif, je vous le concède, mais de toute façon c'est l'idée qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qui se passe en fait entre les deux? Si je prends par exemple... oui, alors clairement je l'ai mal tracé. Bon, vous savez quoi, je vais le faire. Voilà, je vais le faire point par point, comme ça. Alors, si je prends ce point, on est d'accord qu'il ne bouge pas. Puisque lui, si je fais la symétrie par rapport à y égale x, pas de souci. Si je prends celui-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on trace justement la symétrie donc, orthogonale. Voilà. Donc, je vais avoir, lui va devenir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on peut déjà raisonner sur celui-là. Ça, c'est son x et ça, c'est son y. Si j'observe un petit peu, il semblerait qu'il y ait une inversion entre x et y. Bon, alors je continue. Je peux prendre par exemple ce point-là. Voilà, ce point-là, si je fais donc pareil, je me place orthogonalement et je cherche donc l'image. Elle va être par ici. Donc là, on peut observer ce qui se passe à la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai x et y. Et quand je me place sur l'autre point, j'ai les x et les y qui sont inversés. Etc. etc. Donc si je prends celui-là, c'est juste pour essayer de finir ma courbe. Ma symétrie. Voilà, donc je prends la même distance, donc je suis à peu près par ici. Donc même idée, là j'avais donc mon x ici et mon y ici dans les négatifs. Et là je vais avoir le x dans les négatifs, à peu près la même distance que mon y tout à l'heure, et mon y là. Donc on se rend compte, et je l'avais expliqué par ailleurs hein, de façon plus formelle, que en fait être symétrique par rapport, enfin pour un graphe, hein, être symétrique par rapport à la droite y d'équation y égale x, ça revient à dire que un point va être transformé en le point qui a ses coordonnées inversées, c'est-à-dire xy va devenir yx. Donc là justement, si on regarde ce qui se passe pour notre phi-1, c'est très rapide, vous allez voir, dire que donc je prends x appartenant à c'était i.
dire que x, phi de x appartient à la courbe de phi. Bon, ça c'est une affirmation, hein, ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai, donc je peux en déduire par équivalence que si lui je l'appelle y, justement, par bijectivité de phi, ben, je peux dire que x, du coup c'est phi moins 1 de y, donc ça revient à dire que phi moins 1 de y appartient à ces phi. Donc justement, euh, attendez, je vais l'écrire, je vais tout écrire parce que si je parle en même temps, vous n'allez pas forcément me suivre. Si j'écris ça, justement, voilà. Or, si j'écris ça, c'est vrai aussi. Donc ces deux choses-là sont des choses qui sont, enfin ces deux propositions sont vraies. Quand je prends x et son image par phi, je suis forcément sur la courbe de phi. Quand je prends y, quel que soit le y, et son image par phi moins 1, je suis forcément sur la courbe de phi moins 1. Ça, c'est par définition d'un graphe. Maintenant, je me rends compte que x phi de x appartient à ces phi. Ça revient à dire que phi moins 1 de y appartient à ces phi. Or, comme y phi moins 1, y appartient à phi moins 1, on se rend compte que finalement, effectivement, il y a eu une inversion entre les deux. Là, on le voit ici. Ça veut dire que j'ai bien la courbe de phi moins 1 et la courbe de phi qui sont symétriques. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'a bien suivi. J'espère. Je vais vous écrire la conclusion. Voilà. Donc, C phi et C phi moins 1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Voilà. Parce que voilà, je me rends compte que justement, quand j'ai un point qui appartient à une des deux courbes, on peut pas aller dans les deux sens, hein, si je prends le point avec les coordonnées inversées, il appartient à l'autre courbe. Donc effectivement, c'est qu'elles sont symétriques par rapport à la droite de l'équation y égale x. Bon, voilà qui achève donc ce grand 1, qui a déjà recouvert pas mal de choses. Et donc on en arrive au grand 2, où là on va surtout traiter des exemples, pour l'instant en tout cas. On va reparler donc de dérivation, enfin, redonner toutes les bases, et aussi au travers d'exemples, parce que en fait, de toute façon, l'essentiel du cours est déjà écrit, mais on va quand même le commenter. Alors, donc si je prends le grand 2, on est ici, et vous voyez que j'ai mis rappel, hein, parce que justement, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Donc la dérivation. Alors, ça prend une part importante dans tout ce qu'on fait cette année, vous en doutez, puisque ça prenait déjà une part importante dans ce que vous faisiez en terminale. On ne va pas démentir ça. Donc justement, on va rappeler ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc, ça tombe bien, là j'ai déjà tracé une courbe. Donc on dira que f est dérivable en a si le coefficient directeur des cordes que je peux tracer, donc justement entre le point d'abscisse A et n'importe quel autre point de la courbe d'ailleurs, tend vers une limite qui existe et qui est finie, quand justement le point A, enfin le point X, pardon, enfin le point M, quoi, que j'aurais choisi en dehors du point A, va se rapprocher du point A. Alors, qu'est-ce que ça signifie donc si je me place sur un graphique? Je vais prendre celui-là, de toute façon, je peux écrire par-dessus, j'effacerai, c'est pas grave. Donc, admettons que mon point A, justement, il soit ici, d'affixe A, d'ordonnée d'abscisse A, pardon, d'ordonnée F de A. Et donc ce que j'appelle les cordes, ce qu'on appelle les cordes, hein, c'est pas que moi qui l'appelle comme ça. Je vais les noter en noir. C'est quand je prends donc un autre point de la courbe et je trace. Donc c'est pas une tangente parce que vous voyez que ça traverse la courbe, mais ce qu'on appelle des cordes. Voilà, si je la prends ici, on la verra mieux. Et donc on se rend compte que ces points M que je peux choisir, donc que je peux mettre à plein d'endroits, qu'on ne met pas sur le point A, c'est tout, mais sinon on peut le mettre à plein d'endroits, avec A forme des droites. Ces droites-là, on peut calculer leur coefficient directeur. Donc justement, si M, je le choisis de coordonnées x, f de x, ben, quand je calcule le coefficient directeur, ça me fait de AM, hein, ça me fait bien f de x moins f de a sur x moins a. Donc ça, c'est le coefficient directeur d'une corde. Maintenant, si ce x, je le fais se rapprocher de A, c'est-à-dire que ça revient à dire que le point M, hein, je vais prendre de la couleur, du rouge, que le point M, je le fais se rapprocher petit à petit
du point A, donc j'ai bien x qui va se rapprocher de A. Mais justement, la droite, on voit qu'elle va venir petit à petit se coller à la tangente qui est déjà tracée, qui est ici. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Ouais, celle qui est en bleu, qui est ici. Donc on voit bien qu'effectivement, elles vont venir se coucher sur la tangente. Et donc la tangente va être la position limite des cordes quand je fais en sorte que ce point M se rapproche du point A. Et justement, le coefficient de la tangente, quand il existe, enfin quand elle existe, et quand cette tangente n'est pas horizontale, quand cette tangente est possible à tracer, on verra des cas un peu plus tordus, justement, le coefficient directeur, ça va être ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc, autrement dit, ça va être la limite des coefficients directeurs des cordes. C'est pour ça qu'on retrouve limite de f de x moins f de a sur x moins a. Donc, quand cette limite existe, comme c'est le cas ici sur le dessin, alors je vais enlever tout ce que j'ai mis parce qu'on ne voit plus rien. Donc, quand cette limite existe, justement, là, vous en avez une de corde en pointillé, on va avoir cette corde qui vient petit à petit devenir la tangente. Et donc, cette limite, justement, qui est f' de a. Donc, autrement dit, si on légende un petit peu, là, parce que ça, on peut le faire, ce qui est ici, donc, c'est la tangente qui est en a, donc, de coefficient directeur f' de a, alors que ce qui est en pointillé, en fait, ce n'est qu'une corde qui n'a d'importance que pour trouver f' de a, en fait. Enfin, ici, dans ce contexte, après, on s'en occupe plus tellement, mais pour comprendre d'où vient cette limite. Donc ça, c'est la corde de coefficient directeur f de x moins f de a sur x moins a. Et donc, quand je... attendez, je vais prendre ça plutôt. Voilà. Quand je passe de là à là, je fais tendre x vers a, justement. Voilà. Et donc, quand ça fonctionne bien, on obtient bien notre tangente. Et dans les cas où ça ne marche pas, c'est-à-dire les cas où la limite n'est pas finie, donc limite infinie, ou les cas où la limite n'existe pas, puisque ça arrive, on dit donc que la fonction n'est pas dérivable en a. Alors après, on va rentrer un peu plus dans les détails sur la notion de dérivabilité, puisque, bon, on ne s'est pas trop posé la question là dans ce que je vous expliquais, mais on peut s'approcher de a par valeur inférieure, on peut s'approcher de a par valeur supérieure, pardon, j'y arrivais. Donc au final, on peut être un peu plus précis sur cette notion et on va le faire. Voilà. Alors la remarque importante aussi, vous avez deux écritures de cette définition, puisque en fait il y a deux façons d'écrire que x tend vers a. Donc soit on dit x tend vers a, soit on dit que x il s'écrit a plus h avec h qui tend vers 0. Puisqu'en fait effectivement si h tend vers 0, x tend vers a. Et donc la deuxième écriture, c'est ça qu'elle prend en compte. Donc à la place de x, on a mis a plus h. Et du coup, en dessous, on a a plus h moins a. Donc il reste bien h. Et au lieu de dire que x tend vers a, du coup, on dit que h tend vers 0. Mais ce sont bien deux écritures complètement équivalentes. Simplement, en fonction du contexte, toujours l'exercice que vous avez, parfois vous allez préférer plutôt l'une ou l'autre. Donc ça, ça sera à voir au cas par cas. Le f de x moins f de a sur x moins a, donc, dont je vous ai dit que c'était le coefficient directeur des cordes, ça porte un nom particulier qui s'appelle le taux d'accroissement. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu aussi. Taux d'accroissement entre les points d'abscisse, déformation par les complexes, donc d'abscisse a et x. On va éviter de dire les points a et x d'ailleurs. C'est plutôt les points d'abscisse a et x. Donc, autrement dit, le coefficient directeur de la corde entre les deux points correspondants. Bon, voilà, là-dessus, je pense qu'on vous en a déjà quand même assez parlé en terminale, je veux dire. Par contre, je vais faire des exemples juste après, donc on va les faire maintenant, de non-dérivabilité ou de dérivabilité, mais bon, il y en a que vous avez déjà vu, mais ça fera pas de mal, je pense, d'en rappeler quelques-uns. Alors, tout est pris à côté, ok, super, c'est pas grave, je vais me placer là. Alors, donc, là, on est donc dans le 2, et on va traiter, donc on est même dans le 2.1 précisément, on va traiter des exemples. Alors, il y en a deux dans le cours déjà, mais je vais y revenir après. Je vais faire des exemples déjà très classiques, mais que je veux que vous connaissiez, qui sont utiles, qui sont représentatifs en plus des problèmes qu'on peut rencontrer.
Donc par exemple, première chose, étudier la dérivabilité éventuelle, hein. Quand on dit étudier la dérivabilité, c'est que ça peut aussi ne pas être dérivable, de la fonction racine en, donc on va l'appeler f, en 0. On va se placer. Normalement, vous devez déjà savoir si elle est dérivable ou pas en 0. Alors, donc d'après ce qu'on a dit justement dans la définition, ça veut dire qu'il s'agit de voir si le taux d'accroissement entre le point d'abscisse 0 et un autre point d'abscisse x, n'importe lequel, est-ce que ce taux d'accroissement admet une limite finie ou pas quand x tend vers 0. Donc le mieux, c'est déjà de le calculer. Donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ici, f de x, c'est la racine carrée, donc racine de x. Racine de 0, ça fait 0, donc il me reste racine de x sur x. Ce qui fait donc 1 sur racine de x, et ça, quand x tend vers 0. Alors là, évidemment, je suis par valeur supérieure nécessairement, il n'y a pas le choix, puisque la racine n'est pas définie quand x est négatif, hein. Donc j'ai que cette possibilité. Et ça tend vers plus l'infini. Donc là, je suis dans un cas de non-dérivabilité, puisque j'obtiens une limite qui n'est pas finie. Donc là, on peut en déduire que f n'est pas dérivable en 0. Alors, graphiquement, on va voir ce que ça traduit. Donc, graphiquement, quand on a donc une limite comme ça qui est infinie, ça veut dire quelque chose en particulier. Donc, c'est intéressant de le savoir. Maintenant, on rentre un peu plus dans les détails, hein. On ne s'en tient pas juste au fait que ce ne soit pas dérivable, on va être plus précis. Là, notamment, quand je prends la racine carrée, ça veut dire qu'ici, là, en 0, donc là, petit à petit, je ne sais pas si vous me suivez, hein, je vais vous montrer des cas de non-dérivabilité pour que vous soyez aussi en mesure de reconnaître les cas, avoir un peu d'intuition en fait déjà à partir du graphique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je me place ici en 2, bon effectivement, je vois que je vais pouvoir obtenir une tangente par limite des cordes. Quand je me place ici, pareil, etc. Et quand j'arrive en 0, le souci c'est qu'on voit que si on prend la limite des cordes, en fait, la limite va être verticale. La position limite va être verticale. Et justement, c'est exactement ce que traduit le fait que vous ayez un coefficient directeur infini. Je veux dire une limite infinie. Ça revient à donner un coefficient directeur infini à votre tangente. Et un coefficient directeur infini, ça vous fait une droite verticale en fait, puisque c'est donc le seul cas où vous n'avez pas une pente digne de ce nom. On n'est plus sur une pente, on est en chute libre. Donc ça vous fait donc une tangente verticale. Et les tangentes verticales font partie des tangentes qui ne sont pas des tangentes. Ce ne sont pas des tangentes autorisées, reconnues comme telles. Donc là, voilà, c'est un cas de non-dérivabilité quand vous avez une tangente verticale. Ce qui veut dire que sur des cas moins connus, voilà, comme ça par exemple, c'est une fonction qui existe, hein. Ici, là, donc je ne sais pas en quoi on pourrait se placer en moins 2, clairement, on sent bien qu'il va y avoir une tangente verticale pour les mêmes raisons. Donc ça peut vous donner l'intuition du fait qu'elle ne va pas être dérivable en moins de cette fonction. Alors après, ça reste à vérifier toujours par le calcul, il y a toujours des faux semblants, etc. Il faut se méfier, mais c'est bien aussi de développer un peu d'intuition. Voilà, sur les tangentes verticales. Après, on pourrait avoir aussi, bon, après évidemment, si carrément votre fonction elle n'est pas définie, c'est-à-dire que j'ai carrément donc quelque chose du type hyperbole, alors là, évidemment, hein, on va aller aussi s'approcher de quelque chose qui est vertical, mais là, on va plutôt s'approcher de l'asymptote, en fait, hein. Donc, bon, même problème, ce ne sera pas dérivable, mais là, c'était déjà clair dès le départ, puisque ce n'était pas défini. Bon, et pas continu. Donc, graphiquement, si on récapitule ce que je viens de dire, donc le fait que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus val plus l'infini se traduit par une demi-tangente. Alors, je vais expliquer le demi. Donc, par une demi-tangente verticale en 0. D'ailleurs, vous constatez que, alors c'était volontaire, mais c'est vrai que j'aurais dû préciser, je ne l'ai pas, d'ailleurs j'aurais dû même l'arrêter avant, bon j'arrive pas là, je ne l'ai pas dessiné jusqu'en bas à ma tangente, hein.
Alors pourquoi demi-tangente? Parce que là, je n'ai que l'étude en 0 plus. Donc en réalité, je ne peux déduire qu'une demi-tangente. Voilà. Si j'avais la fonction qui était définie aussi en 0 moins et que je trouvais pareil, quelque chose d'infini, je pourrais dire que j'ai donc une tangente verticale complète. Là, je n'ai qu'un côté. Voilà. C'est-à-dire qu'elle pourrait être dérivable d'un côté et ne pas l'être de l'autre. Donc on parle bien de demi-tangente verticale en 0. Alors un autre exemple qui va nous, bon là, qui est un classique, qui va être moins porteur en termes d'exemples de non-dérivabilité, puisque ça va être dérivable. Mais c'est intéressant quand même de voir aussi d'où viennent les formules pour ceux qui s'en rappelleraient pas ou qui ne sauraient pas faire. Donc là, si on considère, donc on considère la fonction carré tout simplement. On considère g de r dans r qui à x associe x carré. Voilà. Et on va prendre un a quelconque dans r. Et donc là, la question, ce serait montrer que g est dérivable. Alors montrer, hein, pas juste donner la dérivée, parce que ça, je sais que vous l'avez dans vos tableaux de dérivée, mais c'est pas la question. Donc montrer que g est dérivable en a et déterminer g' de a. Donc justement, comment on a trouvé ces dérivées qu'on a dans le tableau? Donc là, c'est un exemple parmi d'autres, c'est un des plus simples, et ça permet quand même de revoir tout ça. Alors, pareil, on va s'intéresser donc au taux d'accroissement. Je prends un x différent de a quand même, hein, je ne l'ai pas précisé déjà tout à l'heure. Là aussi, évidemment, quand on écrit notre calcul au départ, on considère différent de... Et après, on fera une limite pour x qui tend vers a. Donc pour x différent de a, g de x moins g de a sur x moins a. Ça fait donc ici x au carré moins a au carré sur x moins a. Donc ça nous fait x moins a fois x plus a sur x moins a. Et donc il va nous rester x plus a. Et x plus a, je suis capable de calculer sa limite quand x tend vers a, puisque ça va faire 2a, il n'y a pas de contre-indication. Donc non seulement la limite existe, elle vaut 2a, quelle que soit la valeur de a, donc pas de souci, ça existe. Et en plus, donc ça veut dire que g est dérivable pour tout a, mais en plus j'ai déterminé la formule donc, qui va me donner la dérivée en a quelconque, autrement dit en x quelconque. C'est-à-dire que là, ce que j'obtiens, ça va être exactement g' de a, et donc si à la place de a je mets x, ben, je vais bien retrouver que g' de x égale 2x, comme on le sait depuis longtemps. Voilà. Donc ça appartient à R, pas de souci. Donc G est dérivable en A. Et G' de A égale 2A pour tout A appartenant à R. Voilà, donc ça c'est un exemple où justement ça fonctionne bien et on en déduit même une formule. D'ailleurs, dans le même genre, je vais vous caler l'exemple 3. Bon, vous allez voir qu'il y a une formule qui sera revue, hein, qui n'est peut-être pas évidente pour certains. C'est une première, écoutez, voilà, on met une première couche, on y reviendra sûrement. Donc si je considère maintenant, donc considérons, je vais l'appeler f, qui a x associe x puissance n. Donc je vais la prendre de r dans r, peu importe. Donc pareil, je veux montrer que f est dérivable sur r. Donc en gros pour tout a appartenant à r, dérivable sur r, et déterminer f'. Donc la fameuse fonction dérivée, c'est-à-dire pour tout a appartenant à r, que donne f' de a. Donc déterminer f'. Voilà, donc là, même principe, je vais prendre un a quelconque dans R, soit a appartenant à R. Pour tout x, donc pour x différent de a, je calcule mon taux d'accroissement. Donc je vais avoir x puissance n moins a puissance n sur x moins a. Voilà, et là, bon, évidemment, on bloque un peu, puisqu'on ne sait pas trop quoi faire de ça. Alors vous avez vu là tout à l'heure, on a factorisé par x moins a au numérateur. Là l'idée est la même, sauf que vous connaissez peut-être pas encore bien la formule, donc c'est pas grave, je vais vous la donner. Alors en fait, on a tout à fait le droit de factoriser cette expression par x moins a, et ce qui va rester, alors, après vous méditerez sur tout ça,
il va rester donc x puissance n moins 1. Alors ça, effectivement, pour faire x puissance n, on en a besoin. Et ensuite, alors si je regarde ce qui se passe pour les x puissance n-1, donc là je vais avoir moins a x puissance n-1, et je veux que ça se compense, puisque je ne veux plus d'x puissance n-1 à la fin. Donc je vais dire, je fais a fois x puissance n-2, parce que du coup, quand je fais cette multiplication, ça va me faire plus a fois x puissance n-1 qui va éliminer le précédent. Et puis je recommence, puisque là j'ai encore un moins a carré x puissance n-2 qui me gêne. Donc je vais dire, bon oui, alors ok, il faut que je compense. Donc il me faut un a carré x puissance n-1 qui se multiplie avec le x pour compenser, etc. Et donc on se rend compte que au final, à chaque fois, le a augmente d'un degré et le x baisse d'un degré pour arriver à compenser. Et donc on arrive comme ça à la fin à xa puissance n-2 plus a puissance n-1. Et donc effectivement, le tout dernier terme qui lui va rester, ça ne va pas se compenser, ce sera le moins a puissance n. Voilà, donc bon, ça, je vous laisse à méditer. C'est une formule, bien sûr, qui sera revue et démontrée, d'ailleurs, de façon un peu plus formelle, parce que là je vous ai... c'est un peu comme si j'avais expliqué avec les mains, quoi. Voilà, mais si vous avez compris, c'est l'essentiel, j'espère. Ceux qui n'ont pas compris, bien entendu, on pourra réexpliquer, on pourra faire des exemples aussi, hein, si besoin. Enfin, vous pouvez même le faire vous, d'ailleurs. Vous prenez n égale 3, déjà vous essayez, vous voyez comment ça marche, n égale 4, etc. Et vous allez pouvoir généraliser assez facilement. En tout cas, ça nous permet donc d'avoir la factorisation qui nous intéresse, puisque du coup, il me reste maintenant toute cette somme que je peux écrire d'ailleurs comme un sigma. Je peux l'écrire comme le sigma des... je vais peut-être commencer par les a, c'est plus facile. Donc sigma des a puissance k, avec k allant de 0 du coup jusqu'à n-1. Et à côté du a puissance k, il y a un x qui à chaque fois, en gros, quand j'additionne mes deux exposants, ah oui, attendez, là c'était un 3, j'ai écrit n'importe quoi. Pardon, ce que je suis en train de me dire, ce que je vais dire ne fonctionne pas là sur ce que j'ai écrit, alors que c'est vrai. Oui, donc mes exposants, du coup, la somme à chaque fois fait n-1, donc ça me fait n-1 moins k ici. Si je généralise sous la forme d'une écriture donc en sigma. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il me reste ça. Et ça, l'avantage, c'est que la limite quand x tend vers a existe sans problème, même si elle n'est pas très belle, elle existe. Donc, je peux dire or, la limite quand x tend vers a, donc de ce truc-là, alors je vais l'écrire sous forme développée pour que ça gêne personne. Donc, x puissance n-1 plus a x puissance n-2 plus a carré x puissance n-3, etc. jusqu'à x a puissance n-2 plus a puissance n-1. Voilà. Quand je remplace x par a, grosso modo, hein, puisque là, il n'y a aucune valeur interdite, rien du tout, donc ça n'a rien à remplacer, j'obtiens que des a puissance n-1, en fait. Donc j'obtiens a puissance n-1 plus a puissance n-1 plus, voilà, plus a puissance n-1. Et donc en tout, il y en a n, donc n fois. Et du coup, c'est égal à n a puissance n-1. Ce qui veut dire que la limite existe sans problème, quelle que soit la valeur de a. Et en plus, f' de a vaut n a puissance n-1. Et effectivement, on retrouve notre formule f de x égale, enfin f', pardon. F' de x est égal à n x puissance n-1 quand f, c'est x puissance n. Voilà, donc on déduit ainsi que f est dérivable pour tout a appartenant à R, donc sur R, et que f' de a égale n a puissance n-1. Voilà, ça c'est un exemple, bon, un petit peu plus technique, mais qui est intéressant. Et donc j'en arrive aux exemples du cours et on terminera, oui je vais terminer là-dessus, parce qu'après, oui quoique non, mais non, parce que non, je voulais vous montrer autre chose aussi. Alors bon, je fais les exemples du cours qui eux sont rapides, et après j'en reviens à ce que je voulais dire. Les exemples du cours, alors, est-ce que j'ai toujours pas de place ? Ouais, j'ai un petit peu plus de place. Voilà, donc les exemples du cours, je vais les traiter ici. Alors, exemple du cours.
c'est plutôt des exemples d'application de ce qu'on a dit avant. C'est pas vraiment des exemples. D'ailleurs, il y avait écrit application, il me semble. Donc en gros, comment on peut se servir de ce qu'on a vu pour déterminer des limites. Donc là, on sort du champ vraiment restreint de la dérivation. On ouvre un peu et on se dit, ok, alors à quoi ça peut me servir d'autre, tout ça? Et bien justement, donc quand on vous demande ce type de limite, qui ressemble donc à des quotients de différence, on peut essayer de faire le lien avec un taux d'accroissement. Donc là, c'est le cas, puisque ln de x sur x moins 1, ça peut s'écrire ln de x moins ln de 1, puisque ln de 1 vaut 0, sur x moins 1. Donc on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction ln entre 0, non, entre 1, excusez-moi, et x. Et on sait que la fonction ln, donc, or, on sait que ln est dérivable. On sait que ln est dérivable en 1. Donc, on sait calculer, enfin, on sait quel est le résultat de cette limite. On va même pas la calculer en fait, on va juste utiliser la définition de la dérivabilité qu'on a vue juste avant. Donc la limite quand x tend vers 1, ln de x sur x moins 1 existe déjà et vaut ln' en 1, autrement dit 1 sur 1, et donc 1. Voilà, donc ça nous permet aussi de retrouver des limites. Ça aussi, c'est des choses que vous avez déjà vues en terminale, normalement. Pareil pour la fonction exponentielle, quand on vous écrit donc limite de e de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, on reconnaît limite de e de x moins e de 0 sur x moins 0. Donc on reconnaît la limite du taux d'accroissement de l'exponentielle entre 0 et x. Autrement dit, donc là on va dire existe car exponentielle est dérivable en 0. Et elle vaut la dérivée de l'exponentielle en 0. Autrement dit, e de 0 est donc 1 là aussi. Donc ces deux limites, elles valent 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser un exemple à réfléchir là quand on se revoit. Donc je vais en écrire une autre, mais que je ne vais pas traiter. Donc un autre exemple d'application. Autre exemple d'application. Donc déterminer limite quand x tend vers 2 de racine de 4x plus 1 moins 3 sur x au carré moins 2x. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Je vais me le noter moi aussi. Et on corrigera ça jeudi, donc en début de cours. Donc essayez évidemment d'utiliser ce qui a été dit juste avant, hein, sinon on va sûrement s'éloigner de ce qui est attendu. Bon, et si je reprends le cours, donc j'aurais voulu justement aussi voir avec vous, enfin revoir ce qu'est l'équation de la tangente. Bon, ça aussi, ça a déjà été vu, je ne pense pas qu'il y ait besoin de redémontrer. L'idée, donc, c'est de repartir du fait que la tangente, elle est définie finalement comme la droite qui a pour coefficient directeur f' de a, donc la limite des taux d'accroissement, le fameux f' de a, et qui quand même passe par le point d'abscisse, j'arrive pas là, hein, d'abscisse a, donc par le point de coordonnées a, f de a. Donc avec ces deux informations, on arrive à retrouver l'équation réduite de notre tangente. Et donc, normalement, vous connaissez déjà cette formule. On a la tangente qui est la droite d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a lorsqu'on la cherche au point d'abscisse a. Voilà. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus, je pourrais le redémontrer, mais j'ai déjà tout dit en fait, hein. C'est-à-dire que vous partez du fait qu'elle passe par le point d'abscisse a d'ordonnée f de a et qu'elle a pour coefficient directeur f' de a. Bon. Alors ensuite, donc dans le 1C, pareil, j'insiste pas, on vous redéfinit ce qu'est la fonction dérivée. Donc c'est juste la généralisation du fait que la fonction admet un nombre dérivé en tout élément de son ensemble de dérivabilité. Hein. Donc
au lieu de dire f est dérivable en x pour tout x appartenant à d, ben, on va dire que f est dérivable sur d. Voilà. Mais c'est exactement correspondant. Ça, je pense pas que ça vous dérange, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé déjà avant. Voilà, et donc on en arrive au 1D, et on terminera sur ça pour cette fois, pour cette vidéo. Je vais juste donner quelques exemples. Et là aussi, donc, ça va nous permettre de voir les autres cas de non-dérivabilité. Donc je vous ai montré tout à l'heure les tangentes verticales. Et là, en étudiant plus précisément donc, ce qu'on appelle dérivabilité à droite, à gauche, on va rentrer un peu plus dans les détails et on va voir des cas justement où on a des fonctions qui ne sont pas dérivables en un point. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, donc à droite, à gauche, je l'ai déjà dit, hein, donc j'insiste pas trop, puis tout est écrit. On dira qu'elle est dérivable à gauche si quand même le taux d'accroissement admet une limite par valeur inférieure. Pour la gauche, c'est ça. C'est-à-dire quand x tend vers a, mais avec x plus petit que a. Donc il y a une limite à gauche. Si il y a une limite à droite, au contraire, on dira qu'elle est dérivable à droite. Mais attention, pour avoir une dérivabilité complète, donc pour pouvoir dire que f est dérivable en a, on doit avoir les deux dérivabilités, donc à gauche et à droite, mais en plus avec le même nombre dérivé de chaque côté. Parce que sinon, est-ce que ça peut très bien être dérivable de chaque côté avec un nombre dérivé différent. Donc autrement dit, un coefficient directeur de tangente différent. Et donc justement, c'est l'autre cas de non-dérivabilité. Je m'explique. Quand je vais avoir donc une fonction, par exemple, j'en sais rien moi, voilà, admettons que j'ai ça, et puis ma fonction après fait ça. Voilà. Bon là, elle va carrément avoir quelque chose de... Donc, alors je vais être un peu plus... Voilà. Et puis là, elle fait ça. Voilà. Donc là, au point ici, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une espèce d'angle. Et cet angle, il traduit quelque chose de particulier. C'est que justement, quand je suis à gauche, ben, si je trace ma tangente, je vais être dans la continuité des cordes. Donc elle va être plutôt comme ça. Alors qu'à droite, si je trace ma tangente, elle va être plutôt comme ça. Je suis dans la continuité. Donc je vais avoir finalement une dérivabilité qui est possible à gauche et à droite. Donc je trouve bien un coefficient directeur de mes demi-tangentes. Vous voyez pourquoi on parle de demi-tangentes. Mais les deux demi-tangentes ne coïncident pas. Donc je ne peux pas trouver une tangente. J'ai deux morceaux cassés. Elle est cassée en deux. Donc comme je n'arrive pas à recréer une tangente complète, je ne peux pas dire qu'elle est dérivable en ce point, ma fonction. Voilà, donc c'est justement les notions de dérivabilité à gauche et à droite qui permettent de parler de tout ça. Donc la propriété qu'on ne démontre pas là pour l'instant, c'est justement ce que je viens de dire. Elle fait dérivable à si et seulement si elle est dérivable à gauche, à droite, avec le même nombre dérivés à gauche et à droite. Alors cet exemple qui est juste en dessous, on le traitera ensemble, parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Moi, je vais juste vous montrer deux exemples un peu plus simples, où justement, on arrive à des cas de non-dérivabilité en le démontrant formellement. Donc le très 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 classique que vous avez déjà dû voir sûrement, c'est la valeur absolue, justement. Alors c'est le 2, 1D. Donc là, je me place dans le 2, 1D, on fait des exemples. 2, 1D. Donc exemple 1, qui n'est pas dans le cours. Donc si je considère donc soit f qui est égal en fait à la valeur absolue, c'est-à-dire que je vais prendre x qui implique, qui donne valeur absolue de x, on va la prendre de r dans, on peut se placer dans r plus ou dans r, enfin, ça ne va rien changer par la dérivabilité. Et donc je rappelle que ça c'est défini de cette manière, c'est-à-dire x si x est supérieur ou égal à 0 et moins x si x est inférieur ou égal à 0. Pour égal 0, on peut le mettre dans les deux cas puisque ça donne 0 de toute façon. Vous faites comme vous voulez, il faut qu'il soit au moins dans un des deux cas. Voilà, donc dérivabilité de f, on va étudier ça sur R. Alors déjà en dehors de 0, il n'y aura pas de souci puisque si j'ai x strictement supérieur à 0, de toute façon ma fonction c'est une fonction affine x, donc c'est même l'identité. Et si j'ai x strictement inférieur à 0, pas de souci non plus puisque j'ai une fonction affine moins x qui est donc parfaitement dérivable. Bon. Donc ça je vais quand même l'écrire. Donc sur R étoile, f est dérivable
car affine. Voilà. Alors pourquoi on s'intéresse en 0? Parce que vous allez me dire en 0, c'est quand même elle affine. C'est juste que c'est l'endroit où on fait la jonction. Donc là, on va pas pouvoir se servir des fonctions affines, puisque là, pour le coup, j'ai donc une partie à gauche, une partie à droite, qui sont certes des fonctions affines, mais pas les mêmes. Donc il faut étudier le point de jonction, donc en 0, voir si cette fonction est dérivable. Alors déjà, elle est continue, puisqu'elle vaut bien 0 pour les deux. Donc j'ai bien les deux morceaux qui se rejoignent, donc j'ai bien ma continuité. La limite de f quand x envers 0, c'est bien f de 0, c'est bien 0, pas de souci. Mais la dérivabilité, c'est pas acquis. Alors, justement, étude en 0. Donc déjà, on va étudier sur la dérivabilité à droite. Dérivabilité. Je vous l'écris parce que vous n'avez pas l'habitude de le dire comme ça, je pense. Donc dérivabilité à droite. Donc pour x, je le veux différent de 0, vous vous rappelez, pour le taux d'accroissement. Donc comme je suis à droite, je vais le prendre strictement plus grand que 0. Si je calcule le taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0, comme je suis du côté positif, f de x vaut x, f de 0 vaut 0, donc x sur x, et donc j'obtiens 1, qui admet bien une limite quand x tend vers 0. Donc la limite est finie quand x tend vers 0, hein, avec x positif, donc par valeur supérieure, existe et est fini. Et de plus, parce que je n'ai pas insisté sur les notations tout à l'heure, mais la dérivée à droite, elle a une notation spécifique. On la note f'd, on dire dérivée à droite, donc en 0. Du coup, on peut en déduire qu'elle vaut 1. Autrement dit, la tangente du côté droit, la demi-tangente, donc, a pour coefficient directeur 1, qui n'est pas étonnant hein, au vu de la tête de notre fonction valeur absolue. Effectivement, si je regarde ce côté-là, c'est déjà une droite, donc c'est déjà la tangente, elle est tangente d'elle-même, hein, et son coefficient directeur vaut 1. Donc, bon, ok, on a trouvé ça. Maintenant, si on fait l'autre côté, on commence à voir ce qui va se passer. Donc je l'ai pas écrit, hein, mais ça veut dire qu'elle est bien dérivable à droite. Hein. F dérivable à droite de 0. À droite en 0. Bon, je vais le rajouter là. Voilà, à droite en 0. Donc maintenant, dérivabilité à gauche. Pour x strictement inférieur à 0, pareil, si je calcule mon taux d'accroissement, x moins 0, cette fois-ci, je suis du côté des négatifs, donc ma valeur absolue vaut moins x, f de 0 vaut toujours 0, et donc sur x, et donc j'obtiens moins 1. La limite, elle est finie, donc je peux en déduire que f est dérivable à gauche, en 0. Et je sais même que f'g, donc pour dire dérivée à gauche en 0, vaut moins 1. Donc là, j'ai une fonction qui est dérivable à droite, dérivable à gauche en 0. Mais f' de d en 0 et f' de g en 0 ne sont pas égales, ne sont pas égaux, peut-être plutôt, parce que ce sont des nombres dérivés. Et donc, je ne peux pas affirmer que ma fonction est dérivable. Enfin, je peux affirmer qu'elle ne l'est pas, en fait, qu'elle n'est pas dérivable en 0. Mais, donc, f'd en 0 différent de f'g en 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Dérivable en 0. Voilà. Et donc, effectivement, ça se traduit, on voit bien hein, ce coin dont je parlais tout à l'heure. J'ai mes deux demi-tangentes qui n'arrivent pas à en former qu'une. Hein. Ça me fait une tangente cassée. Donc, clairement, je n'ai pas de dérivabilité en 0. Voilà, et un dernier exemple. Après, on sera bon là-dessus. Donc, exemple 2, un peu moins classique celui-là. Donc, imaginons que je prenne une fonction définie par morceaux. Vous avez moins l'habitude, vous avez dû en voir quelques-unes, mais vous avez moins l'habitude. Donc, je prends f de x définie par racine de moins 3x plus 1 pour x inférieur ou égal à 0. Et x carré plus 1 pour x supérieur strictement à 0. Bon,
pourquoi pas, et donc elle serait, alors f définie sur R par... Voilà. Alors déjà, est-ce qu'elle est bien définie? Bon, pour x positif, pas de souci. Pour x négatif, moins 3x plus 1, c'est bien positif, donc il n'y a pas de souci, les images existent, hein. Bon, et donc les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que f est continu en 0? Donc là, évidemment, on s'intéresse, vous l'avez bien compris, on s'intéresse à 0 parce que sur les autres morceaux, ce sont des fonctions qui n'auront pas de souci de dérivabilité. On aurait pu avoir un souci de dérivabilité pour x égale 1 tiers, parce que la racine n'est pas dérivable en 0. Mais pour x égale 1 tiers, on a déjà basculé sur une autre expression qui, elle, n'a pas de souci. Donc c'est vraiment en 0 que la seule question peut se poser. Donc est-elle continue en 0? Parce que si elle n'est pas continue, ce n'est pas la peine de chercher si elle est dérivable. Après, on va se demander, est-ce qu'elle est dérivable en 0? Voilà, on va se poser donc ces deux questions. Alors, continue déjà. Bon, déjà, première chose, donc je vais les numéroter comme ça. Donc f de 0 existe, hein, puisque on l'obtient avec la première ligne là, dans notre définition. Donc pour calculer f de 0, je calcule racine de moins 3 fois 0 plus 1, donc ça fait 1. Bon. De l'autre côté, je vais calculer la limite, puisque c'est comme ça qu'on va voir si elle est continue. Il faut voir si donc quand x... Donc là on est d'accord qu'on a la continuité à gauche. Pour x inférieur à 0, il n'y a pas de souci. Quand x tend vers 0, j'obtiens 1. Pour x... pardon, justement, c'est le contraire. Donc maintenant, je veux savoir pour x positif, quand j'arrive par la droite. Donc par la droite, ça revient à faire la limite quand x est positif, f de x vaut x carré plus 1. Donc ça revient à faire la limite x carré plus 1 quand x tend vers 0. Dans ce cas-là, j'obtiens 1 aussi, qui est égal à f de 0. Donc c'est bon, pas de souci. F est bien continu en 0. On a bien les deux morceaux, entre guillemets, qui se rejoignent au même point de coordonnées 0, 1. Donc ça, pour la continuité, on est bon. Maintenant, la dérivabilité. Donc étudions par exemple la droite d'abord. Donc pour x supérieur à 0. Alors là, je suis encore en 0 comme l'exemple 1. Bien sûr, ça peut se passer ailleurs, hein. Ça peut être en 2, en 3. Vous prenez pour x supérieur à 2, supérieur à 3. Donc pour x supérieur à 0, je calcule mon taux d'accroissement. Donc je vais avoir f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0 vaut 1, on l'a déjà calculé. Et f de x pour x positif, j'ai x carré plus 1. Donc moins 1 sur x. Donc ça nous fait x carré sur x, autrement dit x. Et x, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Donc la limite existe, elle est finie. Donc je peux en déduire que f est dérivable à gauche, à droite, excusez-moi, j'ai fait à droite là. Donc f est dérivable à droite en 0. Et la dérivée donc, en 0 à droite vaut 0. Donc ça, c'est un premier point important. Maintenant, à gauche. Vous avez bien compris que sur ce genre de fonction, je suis bien obligée de traiter à gauche, à droite, séparément, puisque j'ai des morceaux. C'est pas comme une fonction qui pourrait être en une seule expression, où à la limite, je pourrais peut-être faire d'un coup la limite en 0, quoi. Voilà. Là, je suis obligée de voir la limite à droite de 0, à gauche de 0. Mais si j'avais pu éviter, bien sûr, j'aurais évité. Donc là, cette fois-ci, pardon, on est pour x inférieur strictement à 0. Donc dans ce cas, f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est égal, donc on est sur l'autre morceau, donc f de x vaut racine de moins 3x plus 1 moins 1 sur x. Voilà. Bon là, l'expression n'est pas si simple, hein. Si vous essayez de calculer la limite brute, vous avez une forme indéterminée, donc il va falloir la transformer un petit peu. Et normalement, vous avez déjà vu qu'on peut utiliser la quantité conjuguée dans un cas comme ça, c'est-à-dire que je vais multiplier en haut et en bas, c'est-à-dire je multiplie par 1, mais je m'arrange, je multiplie en haut et en bas par le conjugué de mon expression que j'ai au numérateur avec les racines qui me gênent un peu. Et évidemment, pour que ça reste égal, ça revient multiplier donc par le quotient de cette expression par elle-même. Voilà, donc ça, c'est l'expression multiplication entre guillemets, hein, parce qu'on ne fait pas vraiment une multiplication, mais puisqu'on le fait en haut et en bas, mais par l'expression conjuguée. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça va lever l'indétermination, puisqu'en fait en haut on peut appliquer a carré moins b carré. Donc on retrouve moins 3x plus 1 moins 1.
moins 1 au carré, donc moins 1. Le tout sur x facteur de racine de 3x plus 1. Donc, il nous reste moins 3x sur x facteur de racine de 3x plus 1. Alors attention, si vous n'allez pas plus loin, la limite n'est toujours pas possible à calculer, hein, puisque quand x tend vers 0, là j'ai encore 0 sur 0, qui est indéterminé. Mais si vous vous rendez compte de la simplification, là ça va marcher. Donc vous avez moins 3 sur racine de 3x plus 1 plus 1. Et là, pour le coup, si vous remplacez x par 0, vous obtenez, donc si vous faites tendre x vers 0, mais vu qu'il n'y a pas de forme indéterminée, ni de valeur interdite, ni je ne sais quoi d'autre, ça revient remplacer. Donc ça nous fait moins 3 sur racine de 1 plus 1, donc autrement dit, on a moins 3 demi. Donc on obtient bien une limite qui est finie, qui existe, donc je peux en déduire que f est dérivable à gauche en 0, avec f'g en 0 qui vaut 3 demi. Voilà, donc on se retrouve dans un cas qui est certes un peu plus complexe que tout à l'heure, mais qui finalement aboutit à la même conclusion. J'ai bien la dérivabilité à droite, à gauche, mais je ne l'ai pas totale en 0. Donc là, je peux conclure que f'd de 0 est différent de f'g de 0. Donc f n'est pas dérivable en 0. Puisque justement, hein, si je devais donner f' de 0, je donnerais qui? Celle de gauche ou celle de droite? On ne sait pas. Donc justement, on est dans un cas de non-dérivabilité. Voilà, après, si vous voulez, je vous invite à la tracer, par exemple, à la calculatrice, cette fonction. Alors si vous n'arrivez pas, si vous ne savez pas comment on fait pour quand elles sont par morceaux, c'est pas grave, vous tracez les deux en fait. Hein, et vous considérez pour la première que les x négatifs, pour la deuxième que les x positifs. Vous allez voir que justement, il y a un point où elles s'intersectent, où elles se rencontrent, et c'est le fameux point de jonction qu'on a étudié là. Voilà. Donc, de toute façon, x carré plus 1, bon, celle-là, elle est facile à tracer, hein, on part de 1, et donc elle va être comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'en 0, on avait trouvé une tangente de coefficient directeur 0, oui, ce qui est assez logique, puisqu'on est au sommet de la parabole. Donc là, on avait une demi-tangente ici, comme ça, alors que la demi-tangente, l'autre, a pour coefficient directeur 3 demi, donc on est plus sur quelque chose comme ça pour l'autre tangente, donc l'autre morceau. Donc la courbe, il faudrait voir, je ne veux pas vous tracer n'importe quoi, donc si on traçait racine justement de moins 3x plus 1, mais bon, on pourrait prendre quelques images. Hein. Si par exemple on prend x qui vaut moins 1, ça nous fait donc 2. Donc une image en moins 1, ce serait 2, donc on aurait quelque chose comme ça. Et c'est ça, l'image en moins 1, ce serait 2. Ensuite, si on prend l'image en moins 2, disons, donc ça nous ferait racine de 7. Donc racine de 7, on est entre 2 et 3. Donc si je passe en moins 2, on va être à peu près par là, j'imagine. Voilà, et en 1, elle vaut 1 aussi. Alors, je suis étonnée du coup. Je me demande... Ah oui, attendez. Parce que... Ah oui, voilà, non, je me disais, oui, ok, il y a un moins. Parce que ma tangente, elle était bizarre là, hein, quand même. Voilà, excusez-moi. Alors, moins 3,5, si je reprends mon graphique, ça va être dans l'autre sens. Donc, elle va être justement plutôt moins 3,5. On va être plutôt comme ça. Et donc, effectivement, là, on voit apparaître la fonction petit à petit, quand je place les points, qui va ressembler qu'à l'allure d'une racine carrée. Hein, donc, voilà, forcément. Donc on imagine que si on la continuait justement en 0, enfin le vaut 1, et après, ah ben en 1 justement, elle n'est plus possible. Donc en 1 tiers, elle vaudrait 0, donc voilà, elle viendrait se terminer par là. Donc c'est cohérent tout ça. Donc notre fonction, elle doit ressembler, si vous la tracez, à quelque chose comme ça. Et donc effectivement, on a ce fameux coin là qui représente la tangente cassée en deux là. Et donc qui est un exemple frappant de non-dérivabilité qu'on peut reconnaître quand même visuellement, dont on peut se douter. Donc là aussi, il y a un exemple dans le cours, je vous invite à y réfléchir donc pour la prochaine fois où on se voit. Alors il est où? Voilà, celui-là. Donc vous avez deux exemples à réfléchir. Donc là, on vous demande la dérivabilité en 0. C'est intéressant, hein, vous allez voir, on a la valeur absolue d'une fonction. Déjà, essayez de la tracer.
Et vous allez voir justement où apparaissent les problèmes potentiels de dérivabilité et notamment en zéro. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est déjà pas mal pour votre travail en autonomie. J'espère que ça a été suffisamment clair, que vous avez appris des choses, parce qu'évidemment c'est le but. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à sonner l'alarme, hein, justement pour que je puisse vous aider. N'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute et à très vite.